Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Bienvenue dans les Vraies Voix sur Sud Radio. On embrasse Cécile qui est en vacances depuis hier soir. On l'embrasse très fort pour quelques jours de repos bien mérités. Elle vous retrouvera le 6 décembre en le 6 janvier, pardon. 6 décembre 2025, donc. Vous faites un an sans elle. Non, elle ferait un an sans moi. Ah oui, elle ferait un an sans vous, mais bien sûr. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on ne l'a même pas présenté que Françoise Degois tient déjà des propos fielleux, ce qui prouve qu'elle est en excellente forme. Je suis très en forme, mon cher ami, c'est pas fielleux. Est-ce que j'ai le droit d'embrasser Cécile, qui, je suis sûr, ne nous écoute pas? Vous pouvez Elle mérite d'autant plus des vacances qu'elle doit vous supporter quand même toute l'année, ce qui est un exploit incroyable. Françoise Degois est en fort avec Mickaël Sadoun. Mais c'est normal, c'est mon copain Mickaël Sadoun. Et tu vois, on partage plein de points de vue. Bon, il est à droite, je suis à gauche, mais quand même, sur toi, on est d'accord. Exactement. Au au sommaire de cette émission, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau à la justice et à l'intérieur. Vous présentez pas Philippe les invités après. Parce que lui, il a été sage, il ne s'est pas imposé. Vous pouvez compter sur moi pour vous défendre à ma manière. Autant te dire. Comme disait Napoléon, protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Allez, à 17h30, le grand débat, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau à la justice et à l'intérieur affichent une entente solide, mais leur trajectoire respective pourrait transformer cette coopération en rivalité. Alors parlons vrai, est-ce qu'un garde des Sceaux qui est passé par le ministère de l'Intérieur, non, c'est pas le truc, pardon. Oui, pensez-vous que cette entente va durer? Est-ce que pour vous, l'entente Retailleau-Darmanin va durer, l'intérêt de la France primant surtout? Ou est-ce que vous pensez que leurs ambitions respectives vont les briser? Et à cette question, le duo Darmanin-Retailleau va-t-il résister à leurs ambitions présidentielles? Eh bien, vous dites non à 81%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité sera Luc Gras, politologue et auteur de l'ouvrage La démocratie en péril. À 18h, notre politologue et auteur en 40 le sous le quinquennat et demi d'Emmanuel Macron. Son principal succès en matière d'emploi est-il en train de s'effondrer? Alors parlons vrai, est-ce que la baisse du chômage, c'est la grande réussite des 7 ans et demi de Macron à l'Elysée? En cas d'inversion, est-ce que ce sera un coup dur pour lui? Et à cette question, hausse du chômage, est-ce que le seul résultat positif de Macron est en train de s'effondrer? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 ou Aude attend vos appels et tous les appels qu'elle prend sont toujours un succès. Allez, avec nos éditorialistes du jour. Les Vraies Voix Sud Radio. Philippe Bilger, qui s'est bien tenu jusqu'à tenir un propos, comme dirait Françoise Degois, in coda venenum, comme le scorpion. Je vous défends. Moi, je défends tous les gens qui sont excessivement attaqués. Merci. Et donc, je vous ai défendu toute l'année. Ah bah merci. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, bonsoir. Comment ça va? Portez tes plats, tu vas bien? Portez tes plats, vous revenez des Hautes-Pyrénées, je crois. Bien sûr, de notre vallée, mon cher. Mais la neige était sublime. J'annonce à tout le monde, allez skier. Et vous avez skié à Cauterets. À Cauterets, Touquet-Garèche, ouais, bien sûr. Et donc, la neige est très belle. Venez skier, venez skier. Ça donne envie d'aller planter le bâton. Non, vraiment. Enfin, le bâton dans la neige. Bah évidemment. Oui. Dans les plantés de bâton, vous savez. Bon, je ne sais pas avec vous, je ne sais jamais comment il faut interpréter les choses. Mais non, vous confondez avec Philippe Bilger. De votre part, François, c'est étonnant. Là, jamais je ne suis graveleuse. Non, mais je suis préventif surtout. Vous qui êtes en général d'une parfaite tenue. Je déteste ça, les blagues vulgaires. Mais là, si vous voulez, je fais attention. C'est pour ça que... Et enfin, Mickaël Sadoun, que j'ai connu plus aimable en d'autres occasions. C'est vrai, mais c'est la fin d'année. Vous savez, moi je suis un méditerranéen. Dès qu'il fait plus très beau. Ceci dit, aujourd'hui, on a un soleil qui fait pas froid, pas mal. Oh, moi j'ai très froid. Non, mais excusez-moi, on est le 27 décembre, il va pas faire 25 degrés à l'ombre. Mais je le regrette. Ah, voilà quelqu'un qui est pour le réchauffement. Plus 4 degrés. Allez, on le tient. On retrouve notre auditeur du jour, direction Béziers. Bonsoir Cédric. Bonsoir Philippe David, bonsoir à toute l'équipe. Et vous avez, on est vendredi, un coup de cœur, et pas pour n'importe qui, pour celui qui dans un peu moins d'un mois sera président des États-Unis. C'est exact.
C'est exact. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que je remarque que nous en France, on a eu une espèce de banquier qui finalement n'a vu que ses intérêts personnels et n'a pas fait fructifier l'argent du pays, bien au contraire. Alors qu'un chef d'entreprise qui est milliardaire, lui, on a déjà vu ce qu'il a fait dans sa première présidence, et puis un chef d'entreprise essaie toujours de faire fructifier l'argent de son entreprise et de ramener de l'argent. Donc je sais pertinemment que ce que fait Donald Trump aujourd'hui, c'est comme ça qu'il nous faudrait ici en France pour pouvoir redresser le pays qui est dans un état ultra catastrophique. Alors on va faire réagir les vraies voix. Il nous manque un Donald Trump, Philippe Bilger ? Je ne sais pas s'il nous manque, en tout cas je suis persuadé que le second Donald Trump sera meilleur que le premier. D'abord, son élection triomphale lui donne le moral. Deuxième élément, il me semble qu'il fait plus président que d'habitude. Et dernier élément, je pense qu'il a beaucoup appris de son premier mandat. Françoise Degois. Je n'en sais rien. Moi, je pense que tout n'est pas qu'argent et que tout n'est pas que fructification. Tout est projet collectif, tout est vision également. Je sais très bien que la démocratie américaine fonctionne pas tout à fait comme la nôtre. En tout cas, elle est totalement différente déjà. Déjà de dire au niveau des institutions et puis au niveau même de la participation, au niveau même de ce qu'est le sens vraiment d'une présidence de la République. Donc, je ne crois pas du tout au miracle Trump. Nous verrons bien. Je l'entends déjà hier en 3 coups de cuillère à peau. Il annexe le Groenland. Il dit aux Chinois attention à vous sur le canal de Panama. Et comment dirais-je, il est vexatoire inutilement avec Trudeau au Canada. Bon, je ne vois pas en quoi Donald Trump 2 a changé par rapport à Donald Trump 1. Nous verrons bien. En tout cas, il est élu démocratiquement, donc moi je respecte son élection. Mickaël Sadoun, il faudrait un Donald Trump en France, comme dit Cédric de Béziers ? Je suis pas sûr. Moi, d'abord, je n'ai rien contre Donald Trump en particulier. Je trouve que le bilan de son premier mandat est plutôt positif sur beaucoup d'aspects que j'ai pas le temps d'aborder ici. Je comprends aussi ce que dit notre auditeur sur l'aspect chef d'entreprise, donc nécessairement efficacité, gestion de l'intérêt particulier, etc. Mais je m'opposerai quand même à une dimension de ce que vous dites, c'est que je pense sincèrement que l'État ne peut pas se comporter comme une entreprise. L'État est nécessairement dans la gestion, comme disait Françoise Degois, d'un intérêt commun, d'un intérêt général. Je suis peut-être ringard de croire encore à ça, mais j'y crois sincèrement. Je ne crois pas qu'à la défense des intérêts particuliers, donc je pense que le modèle du chef d'entreprise ne peut pas non plus être la panacée dans ce genre de cas. Et l'autre chose, c'est que c'est une question de style, mais je vous avoue que j'ai quand même je préfère les gentlemen et je préfère les hommes un peu classe, et on peut dire que sur ce point-là, Donald Trump pêche un petit peu. Donc c'est un peu les deux reproches que j'aurais à faire à ce que vous avez dit. Voilà. Merci Cédric, vous restez avec nous puisque vous êtes notre auditeur du jour. Et comme c'est, je l'avoue, ma dernière de l'année, puisque la semaine prochaine, vous retrouverez Judith Beder et Frédéric Brindel, on vous a concocté un qui c'est qui l'a dit comme hier, spécial, prix de l'humour politique à travers les années. Donc on va beaucoup s'amuser. Et on a un qui c'est qui l'a dit de compétition comme hier soir. Vous en avez trouvé d'autres ? Ah oui. Ah bah très bien. Oui. Et vous pensez pouvoir gagner, Philippe Bilger ? Là, il y a Françoise qui connaît très bien la vie politique dans ce qu'elle a d'anecdotique. Tu vois, ça commence. Tu vois, il peut l'amener dans il est extraordinaire. Non, mais hier, bien sûr. Lui, c'est la profondeur, la grandeur, pas du tout. la transgression. J'ai gagné hier. Oui. C'est un miracle. Mais j'avais en face, il était bon hier. J'ai un trou. Il était bon dans l'anecdote aussi, Touvenel. Joseph Touvenel, qui était très bon, et Bernard Cohen qui était. Non, c'est pas Bernard Cohen-Haddad, c'était. Bon, écoute, on va pas faire les Tout de suite, votre réquisitoire sur quoi ? François Pupponi. Garde des Sceaux, Darmanin. Sur le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. On se retrouve tout de suite. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Mickaël Sadoun. Et c'est l'heure du réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et sur quoi voulez-vous requérir, monsieur le procureur ? J'ai envie de faire rapidement une double observation. D'abord, je suis très heureux de la nomination de Gérald Darmanin comme garde des Sceaux. Parce que pour la première fois dans l'histoire politique, on va avoir un couple régalien, authentique, sincère et
exactement sur la même longueur d'onde. Je parle des ministres. Je ne réponds pas à la question qu'on abordera tout à l'heure. Deuxième élément, ce qui me plaît beaucoup dans les premiers jours de Gérald Darmanin, c'est qu'il paraît traiter le département de la justice comme il faisait à Beauvau. C'est-à-dire qu'il ne considère pas que la justice, c'est quelque chose qu'il faut traiter avec lenteur, attendre que le temps passe, régler ça lentement, sûrement, mais il considère qu'il y a des priorités, il les a énoncées, il s'occupe de l'immédiat et après il s'occupera du plus lointain. Je trouve qu'il traite Vendôme comme s'il était à Beauvau et ça me paraît très intéressant. Françoise Degois, c'est seulement la seconde fois de la Ve République, a priori, qu'on a quelqu'un à Beauvau, à Vendôme après Beauvau, ou vice-versa. C'était Michel Alliot-Marie et maintenant Gérald Darmanin. Oui, alors moi je suis un peu sidéré. Je trouve ça incroyable que Philippe Bilger, qui est un grand magistrat, si tant est s'il en est un, considère que l'attitude de Darmanin est parfaite. Moi je trouve au contraire que il est comme un chien dans un jeu de quilles. Vous avez Gérald Darmanin 2 qui critique en gros Gérald Darmanin 1 parce que sur l'ensemble également de la délinquance, je veux dire, il a aussi sa part lui de responsabilité. Je ne crois pas qu'on traite la justice comme on traite la place Beauvau. C'est très vertical, la place Beauvau. Vous avez le ministre qui décide et tout le monde qui exécute. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, place Vendôme. Vous le savez très bien. Le ministre de la Justice, c'est quelqu'un. Mais non, mais cette idée générale de dire ça va pas assez vite. Le type, il arrive, il critique déjà son administration. En gros, avec sous-entendu tous ces magistrats de gauche. D'abord, ça n'est pas vrai. Tous les magistrats ne sont pas de gauche. Et le deuxième point. Excusez-moi, c'est pas le premier. Rappelez-vous un certain Claude Allègre. Mais oui, mais ça m'intéresse. Justement, vous avez absolument raison, mais ça m'intéresse absolument pas. Darmanin fait comme toujours de la gesticulation. Là, on a de la chance parce que pour le moment, il est tout seul sur le terrain. Mais vous allez voir l'échelle des perroquets la semaine prochaine. Déjà, ça va commencer ce week-end avec Valls et Bayrou à Mayotte. Vous avez 3 ministres de l'Intérieur qui sont dans la même mare au crocodile et 2 anciens premiers ministres. Vous pensez que ça va donner quoi ? Et Bruno Retailleau qui rentre de vacances la semaine prochaine. Vous allez avoir, tout le monde va grimper au barreau de l'échelle des perroquets. Ça va être la surenchère la surenchère de l'intérieur, parce que la justice, il s'en fout. C'est la surenchère du sécuritaire et ça va nous casser la tête. Moi, je vous dis, ce truc-là tiendra même pas 1 mois et demi. Je prends déjà les paris. Mickaël Sadoun. Oui, je suis assez d'accord. Moi, je pense comme Françoise Degois que pour le coup, ça va être plus difficile pour Gérald Darmanin de s'imposer auprès des magistrats que de s'imposer auprès d'une administration qui était beaucoup plus docile, à savoir celle de l'Intérieur. Je pense que c'est plus facile d'ailleurs d'être un bon ministre de l'Intérieur que d'être un bon ministre de la Justice. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Beauvau est un si bon tremplin pour aller à l'Élysée ensuite. Ça donne à chaque fois une espèce de stature, d'autorité qui finalement n'est pas si difficile à imposer à une administration qui se tient espèce de stabilité qui a imposé mieux à contrario l'administration plutôt à gauche et plutôt en résistance au pouvoir exécutif, ce que je regrette un petit peu. Voilà. Mais c'est parce qu'il a été à Beauvau qu'il sera un très bon garde des Sceaux. Et deuxième élément, là où je ne rejoins pas du tout Françoise, je ne parle pas du fond de la politique. Ce qui m'a intéressé, depuis 3 jours, il identifie des priorités et il va y mettre la main. Mais c'est la même chose. Vous savez, les peines courtes, vous savez très bien que ça existe, l'exécution courte, ça existe dans un tiers des prisons, par exemple. Ça serait bien qu'il bosse ces dossiers. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il réinvente l'eau chaude, la Gérald Darmanin, sur des priorités? Oh, tiens, mais il faut plus de prisons, il faut les construire plus vite. Oh là 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 là, personne n'a jamais dit ça. Mais François, la grande différence, c'est qu'il va le faire. Mais qui va de la même manière, Bruno Retailleau fait des choses. Mais ça va être extraordinaire. Est-ce qu'il a vraiment été un grand homme d'action au ministère de l'Intérieur? Bien sûr que non. Il y a mieux. J'ai beaucoup aimé le ministère de la Parole qu'il a tenu. J'ai trouvé qu'il était impeccable sur ça, que sa loi sur la laïcité était plutôt pas mal, etc. Mais il n'a pas un bilan dantesque non plus, je dirais, à l'Intérieur. Bien sûr. Donc à Beauvau, je doute qu'il en ait un. Et surtout, Retailleau lui a fait de l'ombre après. Et de toute façon, Sarkozy a ruiné le métier. Oui, j'allais dire, voilà, au moins ça c'est la bonne conclusion, on sera tous d'accord. Et tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Albin Texeira.
Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Albin. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. 3 mots dans l'actu qui sont Mayotte, Allemagne et cache-cache. François Bayrou annonce sa visite à Mayotte ce dimanche, accompagné de plusieurs ministres pour accélérer la reconstruction de l'île, 2 semaines après le cyclone Chido. Le président allemand a officialisé aujourd'hui la dissolution du Parlement et l'organisation d'élections législatives anticipées le 23 février. Et enfin, un cache-cache géant organisé par un influenceur qui a dégénéré hier à Lyon. Les vraies voix Sud Radio. C'est une visite très attendue. François Bayrou a annoncé hier qu'il se rendait ce dimanche sur l'archipel touché par le cyclone Chido pour un séjour de 2 jours. Il sera accompagné de 5 ministres, parmi lesquels on retrouve Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, Emmanuel Valls, ministre chargé des Outre-mer. Le chef du gouvernement est espéré avec impatience sur place, comme le souligne Romain, un habitant local ce matin dans la matinale de Sud Radio. On attend tout puisqu'on n'a plus rien. On attend la reconstruction de manière pensée, on attend de l'investissement de l'État et c'est une très bonne chose que l'ensemble de ces personnalités viennent à Mayotte, elles sont attendues et avec des propositions claires, précises et une projection dans le temps. Critiqué pour avoir semblé privilégier un conseil municipal à Pau plutôt que la gestion de la crise, François Bayrou a intensifié ses efforts dernièrement. Le jour de Noël, il a tenu une réunion en visioconférence avec quelques membres du gouvernement, notamment sur les questions du logement et de la reconstruction, près de 2 semaines après la catastrophe naturelle. Philippe Bilger, le voyage de Philippe Bayrou avec un aéropage quand même, un ministre de la Santé, etc. François Bayrou. Et Bayrou, qu'est-ce que vous avez dit Philippe Bayrou. François Bayrou, un aéropage. Aréopage. Ah oui, pardon. Aréopage. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais il est fatigué. De François Bayrou, donc avec tout un aréopage, il y aura le ministre de la Santé, etc. Est-ce que ça peut, on va dire, faire bouger les choses à Mayotte? Je ne sais pas, il a promis de régler le problème en 2 ans, ça me paraît tout de même rapide. En tout cas, il ne pouvait pas y venir tout seul. J'allais dire, il faut qu'il donne au moins l'impression qu'il arrive, à l'exception de Retailleau qui y était il y a peu de temps. Ce merveilleux Retailleau, bien sûr. Non, mais il y était il y a peu de temps. Et entre les deux, il y a un type qui s'appelle Emmanuel Macron qui y était aussi. Oui. Moi, je ne sais pas comment ils vont être accueillis. J'espère que c'est mieux. L'accueil pour Emmanuel Macron avait été mitigé. Ça a été plus que mitigé. Il s'est fait insulter toute la journée. Enfin, ça a été très violent parce qu'évidemment, ça fonctionne pas bien les secours, mais c'est pas vraiment lié forcément aux incohérences de la France. J'espère vraiment. Alors là, pour le coup, je fais pas de politique. Vraiment, les Mahorais en ont besoin profondément. Mickaël Sadoun. Je dirais pas grand-chose à part que je ne comprends pas trop, moi, ces défilés de visites, etc. Je préfère qu'on soit dans l'action bien réalisée que dans une espèce de coup de com' qui consiste à faire semblant de se rapprocher des gens tout en dormant à l'hôtel. Et ça finit par sortir en plus de mauvaises séquences qui sont bénéfiques ni pour les Mahorais ni pour les hommes politiques eux-mêmes. Donc, voilà. Allez, le deuxième mot dans l'actu, Allemagne, puisque l'Allemagne dissout son Parlement, Albin. Et oui, c'était attendu, maintenant c'est officiel. Les Allemands vont devoir se déplacer aux urnes le 23 février prochain pour des élections législatives anticipées. C'est le président Frank-Walter Steinmeier qui l'a annoncé aujourd'hui devant le Bundestag. Chères citoyennes, chers citoyens, j'ai décidé aujourd'hui de dissoudre le Bundestag allemand et de fixer de nouvelles élections législatives pour le 23 février de l'année prochaine. Un écrit correspondant a été remis à la présidente du Bundestag. La stabilité politique en Allemagne est un bien précieux qui nous a protégés et nous a servi. Cette décision fait suite à la défaite du chancelier Olaf Scholz au vote de confiance le 6 novembre dernier, ce qui a mis fin à la coalition au pouvoir depuis 2021. Les divergences sur la politique économique et les dépenses publiques ont été à l'origine de l'effondrement du gouvernement tripartite. Depuis le renvoi de son ministre des Finances libérales, Olaf Scholz dirige un gouvernement minoritaire soutenu par le Parti social-démocrate et les Verts. Mais son action législative est au point mort. Mais malgré sa faible popularité et l'échec de sa coalition, il garde espoir de briguer un deuxième
deuxième mandat. Cependant, les sondages ne lui sont pas favorables du tout. L'Allemagne semble se diriger vers un changement politique avec la droite menée par Friedrich Merz, qui est donné largement gagnant autour de 30%. De son côté, l'AfD, le parti de droite populiste, est crédité à 19%, mais les autres mouvements excluent toute collaboration avec lui. Dissolution est à la mode en ce moment en Europe, entre la France en juin dernier et maintenant en Allemagne. Philippe Bilger. Oui. C'est étonnant de voir le duo franco-allemand finalement souffrir des mêmes maux, de la même difficulté. Ça explique aussi, je pense, il y a une forme de délitement au ralenti et presque, en tout cas chez nous, quasiment hystérique, parce que je le redis, vous allez voir tout le cinéma de communication pour arriver à faire tenir ce gouvernement qui est minoritaire, exactement le même principe que Olaf Scholz. Et je trouve, même s'ils ne sont pas les mêmes modes de scrutin, je trouve inquiétant le duo franco-allemand aussi faible politiquement. Mickaël Sadoun. Ce sont à peu près la même situation, mais les causes sont quand même très différentes. Moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'on voit comme la stabilité politique de l'Allemagne repose exclusivement sur sa santé économique. Or, il se trouve que... C'est un effondrement en fait. Voilà, donc les bases en fait de la santé économique de l'Allemagne, c'est-à-dire globalement l'énergie russe, le marché chinois et le parapluie nucléaire américain, les trois sont en train de s'effondrer simultanément. Donc l'Allemagne est en train de voilà, et la bagnole. On en a beaucoup parlé au moment du Mercosur. Ils essayent de relancer un peu tout ça, mais c'est très compliqué pour eux économiquement. Je trouve ça assez intéressant alors qu'on a fait du modèle économique allemand un modèle à suivre pendant 10 ans, quoi. Et le troisième mot dans l'actu, un cache-cache géant à Lyon qui tourne au débordement. Ça a dégénéré hier dans les rues du centre-ville de la Ville des Lumières. Une foule d'enfants et d'adolescents attendait l'arrivée de HMI, un influenceur très suivi sur Snapchat. Dans le cadre de son HMI Tour, il parcourt différentes villes pour offrir des dizaines de milliers d'euros de cadeaux à ses abonnés à travers un cache-cache géant. Cependant, sa venue a été annulée car 6000 personnes s'étaient rassemblées sans autorisation. Face à cela, la personnalité a décidé de ne pas venir. Un arrêté préfectoral a été posé contre ma venue à Lyon dans le cadre du HMI Tour. La ministre m'a appelé personnellement sur mon téléphone pour me convaincre de ne pas y aller. Actuellement, près de 6000 personnes sont dans le centre-ville de Lyon alors que j'ai donné aucun lieu de rendez-vous. L'équipe, malheureusement aujourd'hui, je ne pourrai pas venir vous régaler sur Lyon. Malgré ce message, de nombreux participants se sont quand même retrouvés en milieu d'après-midi. Ils se sont confrontés aux CRS qui ont utilisé des gaz lacrymogènes. Le créateur du contenu aux 7,7 millions d'abonnés a ensuite réagi, appelant au calme et annonçant qu'un nouvel événement serait organisé prochainement. Est-ce qu'on n'est pas dans la folie pure avec ces influenceurs, Philippe Bilger ? Mais d'ailleurs, je n'en avais jamais entendu parler de cet homme. HMI, jamais entendu parler non plus, François. Non, mais je pense c'est un métier qui a été inventé par la génération Z, vraiment les trentenaires, et nous, on est un peu les boomers, nous-mêmes, on est un peu largués. On comprend pas quel est le sens de cela, mais ça a un vrai sens, parce que du coup, moi, je vais regarder leurs vidéos, ils sont vraiment des influenceurs au sens premier du terme, donc dont acte. 7 millions d'abonnés sur Snapchat, vous imaginez ? Mickaël Sadoun, c'est la folie ? La folie, c'est une époque, je vais vous dire, ça me rappelle en fait l'ambiance des émeutes qu'il y a eu il y a 1 an et demi, avec ce mélange d'avidité pour les biens de consommation, de non-respect de l'espace public, de rigolardise un peu dégueulasse. Voilà, ça m'inspire pas grand-chose d'autre que ça. Allez, dans un instant... En tout cas, on sent que ça vous plaît. Retour sur le tandem Darmanin-Retailleau. Merci beaucoup, Albin Texaïra. On vous retrouve tout à l'heure pour l'info en plus, bien évidemment. Sûr. Retour sur le tandem Darmanin-Retailleau, justice et intérieur, un duo régalien en apparence soudé, mais jusque quand ? Entre ambition personnelle et défis partagés, collaboration durable ou rivalité inévitable. Alors parlons vrai, va-t-on revivre un nouveau Balladur-Chirac, même si les deux hommes ne sont pas dans le même parti ? Lequel des deux va prendre l'ascendant sur l'autre ? Et à cette question, le duo Darmanin-Retailleau va-t-il résister à leurs ambitions présidentielles ? Vous dites non à 84%. Vous voulez réagir ? D'attendre vos avis au 0826 300 300. On en débat dans quelques instants avec Luc Gras, politologue et auteur du livre La démocratie en péril. On se retrouve dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Mickaël Sadoun. Ça va les vraies voix ? Ça va pas mal. Enfin, si vous étiez pas là, ça irait mieux. Mais sinon, écoutez, on fait je vous laisse tranquille. Non, mon lapin, je plaisante. C'est l'heure du grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le président de la République a nommé
Monsieur Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Nous sommes là pour les Français et c'est pourquoi nous allons travailler main dans la main avec le ministère de l'Intérieur. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. La justice sans la force est impuissante, mais la force sans la justice est tyrannique. Cette phrase est de Pascal, elle résume ce qu'est la démocratie et la République. Police et justice sont dans la même barque. Il faut qu'on s'y mette ensemble. Bravo à Maxime qui fait toujours de très bons jingles. Notre réalisateur Gérald Darmanin et Bruno Retailleau à la justice et à l'intérieur affichent une entente solide, mais leur trajectoire personnelle pourrait transformer cette coopération en rivalité. Leur tandem tiendra-t-il jusqu'en 2027? Alors parlons vrai. Est-ce que vous croyez à un destin de présidentiable pour Darmanin ou Retailleau? Est-ce que depuis son arrivée place Vendôme, Darmanin n'a pas déjà mis Retailleau sur la touche en communiquant en permanence? Et à cette question, le duo Darmanin-Retailleau va-t-il résister à leurs ambitions présidentielles? Vous dites non à 84% sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Luc Gras, politologue et auteur de l'ouvrage La démocratie en péril. Bonsoir Luc Gras. Bonsoir Philippe. Et on va faire un tour de table des vraies voix avant de vous donner la parole. Philippe Bilger, vous pensez que le duo va résister ou pas? Il va résister peut-être par rapport au présidentiel, parce qu'il n'est pas du tout certain que Bruno Retailleau, en 2027, ait envie de se présenter, pas davantage d'ailleurs que Gérald Darmanin. Donc, on a un ministre de l'Intérieur, l'ordre. On a un garde des Sceaux qui cite Pascal, déjà on ne peut qu'être heureux. Deuxième observation... vous êtes donc heureux qu'il cite votre femme? Plus sérieusement, et là j'attends avec impatience que Luc Gras donne son point de vue, peut-être malgré ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'excellence d'un couple régalien, peut-être que les difficultés viendront précisément du fait que tous les deux sont très accordés sur le plan de la sécurité et de la rigueur régalienne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pourra peut-être concevoir que l'un trouve que l'autre est de trop dans cet espace enfin cohérent, intellectuel, politique et régalien. Et là-dessus, Luc Gras nous donnera ses lumières, toujours quasiment incontestables. Françoise Deloy. Moi, j'aime le monde merveilleux dans lequel vit Philippe Bilger, qui pense que tout cela va aller tranquillement jusqu'à la présidentielle de 2027. Moi, je pense qu'aucun des deux ne jouera la partie de la présidentielle 2027. Ah, aucun des deux, carrément. Aucun des deux. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a au bout du couloir? Il y a évidemment Mélenchon et Marine Le Pen. Vous avez bien compris, parce que je veux dire, on peut se surexciter, trouver qu'ils sont formidables, qu'ils sont sur la même ligne. Nous sommes, vous avez oublié le troisième personnage. Je pense que vous enterrez trop vite Manuel Valls. Manuel Valls, qui va faire de son ministère des Outre-mer une véritable annexe de la place Beauvau, une véritable annexe pour passer l'ensemble de ses messages. Donc, je vous le redis, là, vous ne voyez rien parce qu'il n'y a que Gérald Darmanin qui n'est pas en vacances. Vous allez voir quand Bruno Retailleau va rentrer, quand Manuel Valls va rentrer en action, ça va être la guerre des matinales. Ça va être en fait le ministère de la parole, parce que tout le monde semble oublier qu'il faut un budget. On a un budget à boucler et qu'aucun de ces ministères n'aura d'augmentation budgétaire. Donc, ce sera une déception à la fin. Et moi, je vous le dis, d'abord, ce gouvernement ne tiendra moins que Michel Barnier. Et je vous le dis vraiment, malheureusement, pour nous tous. Au bout du couloir, il y a Mélenchon-Le Pen, donc Le Pen. Mickaël Sadoun. Déjà, moi, sur le fond, je pense qu'ils ne sont pas exactement en accord, comme on le dit. Gérald Darmanin est plus sur une ligne... et c'est pas une critique dans ma bouche, mais plus proche des francs-maçons, je dirais, voilà, sur la conception de la sécurité, de l'état de droit, de la laïcité, etc. Alors que Retailleau tire plus du côté d'une droite proche de l'identité chrétienne de la France. Ses déclarations sur la remise en cause de l'état de droit ou la modification de l'état de droit, à mon avis, ne le met pas en cohérence totale avec ce que disait Gérald Darmanin sur le sujet. Donc je pense que déjà sur le fond, ils ne sont pas exactement en accord, donc il pourrait y avoir quelques petits points de tension. Ensuite, évidemment, moi je pense que leurs ambitions vont totalement se heurter et qu'ils ont l'intention de se présenter en 2027 l'un comme l'autre. Retailleau s'est un peu plus découvert sur le tard, alors que Gérald Darmanin a préparé cette candidature, je pense, depuis longtemps, et elle est d'ailleurs très crédible parce qu'il est passé au budget, à l'intérieur et maintenant à la justice. Ça fait quand même un sacré CV. Pour le coup, je pense que Manuel Valls pèsera moins dans la balance. J'ai beaucoup d'estime pour ce personnage politique, mais
sincèrement, il est encore perçu comme la risée d'une majorité de Français. Je ne parlais pas de présidentielle, je parle du bruit qu'ils vont faire. Du bruit qu'ils vont faire. Et du ministère de la parole qu'ils vont faire pendant un mois, ça va être absolument infernal. Et à la fin, c'est une déception obligatoire. Et moi, je le redis, je suis peut-être tel Cassandre, j'espère pas, j'espère même me tromper totalement, mais au bout du couloir, c'est Marine Le Pen. Je pense, moi, que les regards vont quand même se tourner majoritairement vers Gérald Darmanin, parce que les Français ne voient pas le problème dans la police, parce qu'ils considèrent qu'elle est efficace et qu'elle fait son travail, mais ils considèrent que la justice, maintenant, est le nœud du problème. Donc je pense que Bruno Retailleau aura une charge plus facile et il se déchargera systématiquement sur Gérald Darmanin. Luc Gras, pour faire le juge de paix sur les avis nombreux et variés des vraies voix. Bon, plein de choses intéressantes ont été présentées. Le fait qu'il y ait deux personnalités, regardez dans les vraies voix, vous avez Madame Degois, Monsieur Bilger, et ça cohabite très bien. Oui, bien sûr. Il faut espérer que pour le pays, les choses se passent ainsi. Bon, sur le fond, plus sérieusement, ils n'ont pas la même personnalité, ça a été très bien dit par Michael, ils n'ont pas la même personnalité. Il y en a un, il incarne véritablement la France traditionnelle de droite, aussi bien dans la sphère économique que dans la sphère sociale et bien sûr régalienne. Donc ça, c'est Bruno Retailleau. Pour qu'il puisse avancer plus loin, il faudrait qu'il mette un peu d'humanité dans son christianisme pour qu'il puisse montrer aux Français qu'il a quand même un côté pas trop rigoriste. Voilà. Quant à M. Darmanin, c'est précisément le contraire. Lui, on voit bien qu'il a quand même une certaine flexibilité. On le voit en politique. Il a rejoint Macron après avoir été Sarkozy et puis Chirac dans sa jeunesse et même M. Bertrand. Donc lui, il est beaucoup plus politique. Donc c'est pas la même personnalité. Deuxième point, sur le fond, évidemment, ils ont la même façon de faire la politique actuellement. Et puis sur le fond, ils sont même d'accord. Narcotrafic, peine lourde, immédiate, pour les petites peines, peine forte, essayer tout de suite d'arrêter la délinquance. Mais enfin, il y a aussi un autre sujet qui a peu été abordé, c'est la fidélité politique. Et ça jouera, parce que l'un a quand même quitté sa famille politique pour rejoindre Emmanuel Macron, tandis que M. Retailleau a vraiment été le gardien du temple ou de l'Église, en l'occurrence, il a vraiment été toujours dans une loyauté, une fidélité aux responsables successifs de RPR, UMP. Avant, il était villiériste. Il était villiériste. Ouais. Bon, au total, on a deux personnalités, mais ce qui est important dans tout ça, c'est ce qu'a dit notamment Françoise, c'est que évidemment, il est inscrit dans le marbre qu'on va vers une bagarre Le Pen. Mélenchon, car ils vont censurer une deuxième fois le gouvernement. Il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas, puisqu'on n'a pas réussi à élargir le socle aux socialistes. Non, puis surtout, il y a aucune... Je rappelle à Françoise que lorsque c'est écrit, en France, les élections présidentielles ne se passent jamais comme c'est prévu. Donc, parfois si malheureusement, parfois si. Tous ceux qui ne sont pas Le Pen et Mélenchon sont suffisamment vigilants et alertés par rapport à ce que vient de dire Françoise Degois, eh bien, ils peuvent encore réagir pour peut-être que la finale ne soit pas Le Pen, Mélenchon. Et dans ce contexte-là, ces deux ministres de l'Intérieur, rajoutons Valls bien sûr, ces deux ministres de l'Intérieur ont peut-être une carte à jouer, en tout cas pour s'opposer aux deux finalistes probables. Vous croyez que tant Retailleau que Darmanin n'iront pas au second tour de la présidentielle, voire même à la présidentielle tout court, ou le contraire? Venez nous dire, le dire au 0826 300 300. Je voudrais juste dire d'abord que parfois ça se passe comme on pense que ça va se passer, malheureusement. Par ailleurs, il faut être complètement naïf pour essayer d'élaborer quoi que ce soit d'impact sur l'opinion de Gérald Darmanin et de Bruno Retailleau, quel que soit le job que fait Bruno Retailleau. Ils sont très très loin dans les sondages, ils sont très très loin dans leur impact des Français. Je parle même pas de Manuel Valls. Si demain nous avons une présidentielle anticipée, et Luc, honnêtement, vous savez très bien, je sais bien que vous n'avez pas envie, et moi non plus, vous savez très bien que la machine infernale, elle est remontée. Vous savez très bien qu'en plus de ça, la condamnation définitive de Nicolas Sarkozy a accéléré la chose pour Marine Le Pen, qui a une date butoir le 31 mars. Donc pourquoi est-ce que tout le monde fait semblant de penser que, et par ailleurs, si le
gouvernement voulait pas être censuré, il fallait donner des gages au PS. Ils ne l'ont pas fait. La clé de la censure, c'est le PS. Rien n'est fait pour que le PS ne censure pas. Philippe Bilger. Je me demande, Luc, si votre vision tout de même très pessimiste de l'avenir de la France est exacte. Marine Le Pen, on sait déjà bien avant qu'elle serait au second tour. Donc ça n'est pas très nouveau. Ensuite, pourquoi prendre comme une donnée acquise le fait que le gouvernement de François Bayrou ne durera pas? On n'en sait rien en réalité. Et on n'est pas certain de cela. Et ensuite, Mélenchon, certes, il fait tout ce qu'il peut, mais il a beaucoup d'ennemis dans son propre camp. On n'est pas du tout assuré que ses désirs seront satisfaits par la réalité politique. Je me demande si au fond vous ne négligez pas, ceci dit très modestement, la part de l'imprévisible. Vous l'avez un peu dit d'ailleurs, Luc, qui nous surprend à chaque fois. Luc Gras, et on part au 0826 300 300. J'aime être d'accord avec Philippe Bilger, mais là je serais plutôt d'accord avec Françoise. Normalement, les choses sont inscrites parce que c'est Marine Le Pen qui choisit ou pas la censure à partir du moment où effectivement ça n'a pas été élargi, la majorité, enfin le socle commun n'a pas été élargi aux socialistes, et donc on ne voit pas pourquoi ce qui a été vrai hier ne le serait pas demain. Et donc Marine Le Pen aura tout intérêt à censurer à nouveau avec le nouveau Front Populaire, les socialistes étant coincés. Ceci dit, bien sûr qu'il y a une part d'imprévisibilité en politique. Bien sûr, on ne peut jamais dire jamais en politique, c'est vrai. Mais normalement, en toute logique, si Marine Le Pen reste sur sa stratégie d'anticipation de l'élection présidentielle, eh bien, normalement, il devrait y avoir une prochaine censure. Et je ne vois pas les éléments que François Bayrou, qui est vraiment le maître du ministère de la parole, pour l'instant, même si la parole peut être tout à fait quelque chose de fort intéressant, cher Philippe, eh bien, pour l'instant, je ne vois pas dans le positionnement de François Bayrou ce qui changera ou changerait par rapport à Michel Barnier. La position des socialistes ne peut pas changer. Tout le monde a tendu la main, il ferme la porte sur les retraites, il ferme la porte sur tout. Ou alors il arrive dans le 20h et il dit c'est super, ok, finalement je gèle la réforme des retraites. Juste sur Mélenchon, je réponds à Philippe. Très court. Mélenchon, il a beaucoup d'ennemis. Je connais le principe, la mécanique d'une présidentielle, vous la connaissez comme moi. Si vous commencez à enclencher le vote utile avec le grand ennemi Le Pen, vous allez voir. Moi, en plus, c'est pour poser une question à Françoise, mais est-ce que tu ne penses pas que voyant le match inéluctable Mélenchon-Le Pen arriver, les socialistes ou les écologistes même ne pourront pas se dédire et ne pas voter la censure? Mais c'est pas possible de pas voter la censure. Enfin, ce gouvernement est une provocation. On a passé un mois. Mais écoutez, on a passé un mois à aller négocier. On demande pas des choses extraordinaires. On demande de revoir la réforme des retraites, une grande conférence sociale sur les salaires. François Bayrou ferme la porte à tout. Non, il a dit revoir la réforme des retraites. Écoute, Michael, tu l'as entendu sur BFM. Mais je l'ai entendu. Suspends-la. Ne dis pas on négocie, on verra après. Mais arrêtez votre cinéma. Non, mais t'as vu les problèmes de finances publiques qu'on a? Si tu suspends maintenant la réforme des retraites, c'est très dangereux. Les socialistes, évidemment, censureront si Bayrou et Macron ne feront pas le geste qu'il faut faire. C'est évident. On part au 0826. Mais je sais mieux que toi, ça, quand même. Écoute, Françoise, on part au... Je sais mieux que toi ce que vont faire les socialistes. Oui, mais François, tu t'es trompé. Souvent, s'il vous plaît. Françoise, on part. Les messages des socialistes ont parfois été contradictoires. Françoise, s'il vous plaît. J'avais dit qu'on partait au 0826 300 300. Vous avez demandé la parole, mais 10 cours, et vous l'avez gardé longtemps. Ah bah eux aussi, ils exagèrent eux aussi. Cédric de Béziers, notre auditeur du jour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va partir à l'affrontement entre Retailleau et Darmanin ou pas? Ou est-ce que ça va faire comme disait un ancien président? Non, je pense que ça fera pchit parce que aujourd'hui, on sait ce que ça a fait. On sait que Darmanin, c'est du Macron. On sait que Retailleau, malgré tout, alors que j'ai parlé, je crois, il y a 3 semaines ou un mois avec André Berkoff, et j'avais dit que j'étais pour parce que c'est quelqu'un qui a une certaine étoffe. Mais on changera pas les Français, ça changera pas les problèmes tant que ces gens-là, en fait, ne diront pas les choses réellement et feront des caches
cachotterie et penseront qu'à leur petite personne et être assis sur le trône, on n'avancera pas. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est qu'on puisse nous mettre du pouvoir d'achat dans nos portefeuilles et que les 30 derniers jours du mois, qu'on n'a pas pendu. Voilà. Aujourd'hui, c'est tout le monde pense à sa petite personne et personne ne pense à nous. Moi, qu'il soit de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, je voterai pour celui qui me dira demain, tu vas avoir à manger dans ton assiette et quand tu ouvriras le frigo le 15 du mois, tu seras pas pendu et tu pourras pas sauter un repas pour faire manger tes enfants. Moi, c'est ça que je veux aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est pendu parce que il y a des gens qui font de la tambouille et qui font du grand n'importe quoi, qui dépensent des sommes astronomiques en pensant qu'en fait, c'est pas grave, les Français ils vont payer, les Français ils vont avoir des impôts, on va leur augmenter les impôts parce que c'est comme ça. Donc moi aujourd'hui, je ne veux pas de ça et surtout pas de Manuel Valls. J'ai entendu parler Françoise Bois tout à l'heure. Ah mais non, et moi non plus j'en veux pas, rassurez-vous. Quelle horreur, c'est un cauchemar. Monsieur Valls, il a été viré, il a essayé de faire une pseudo-élection. Je suis à côté, je suis à côté de Barcelone. Il a essayé de rentrer en Catalogne et il a été viré à coups de pompe dans le cul parce qu'en fait, ils n'en voulaient pas. Donc c'est pas à nous à le reprendre. D'ailleurs, je comprends même pas ce qu'il fait dans ce gouvernement. Alors Cédric, on va faire réagir Luc Gras et ensuite je crois que Philippe Bilger et Mickaël Sadoun veulent la parole. Luc Gras. Non, mais moi je voulais revenir plutôt sur la problématique justice intérieure, parce que celle-ci, elle est intéressante également. Sur la problématique, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Darmanin va se positionner. Chacun sait que le budget de la justice en France, il est médiocre. Il se situe à peu près dans la moyenne européenne. Il y a 2 fois moins de moyens qu'en Allemagne, par exemple. 50% de moins qu'en Italie. Et donc, comment Gérald Darmanin, qui a l'habitude, en bon politique, de défendre ses administrés, comment il va se positionner? C'est intéressant. Il faut arrêter de dire tout le temps que nos juges sont pas bons, etc. Ils ont aussi des conditions de travail qui sont vraiment pas favorables. Et donc, par rapport à ça, ce sera intéressant de voir si, intelligemment, Darmanin va relayer cette nécessité de moderniser notre justice, et si Retailleau va pouvoir l'entendre et qu'ils vont pouvoir travailler un peu main dans la main. Moi, je pense qu'ils ont tout intérêt, tous les deux, à se faire, non pas de tirer dans les pattes, mais à se faire à la courte échelle. Compte tenu de la situation de la droite en France, s'ils veulent exister un peu demain, pour l'instant, ils ont un intérêt commun à montrer aux Français qu'ils se saisissent des problèmes. Mais ce que dit Luc est évident. Moi, ce que j'espère de Gérald Darmanin en tant que garde des Sceaux, c'est que on quittera le domaine du constat que tout le monde a toujours fait pour aller vers celui de l'action. Pardon pour cette efficacité que je réclame, mais c'est la seule singularité que peut avoir Gérald Darmanin. Ce qui est intéressant dans ce que dit Cédric, c'est vachement passionnant et ça reboucle avec ce qu'il a dit sur Trump d'ailleurs. C'est véritablement qu'il y a nos préoccupations, effectivement, d'éditorialistes et de commentateurs qui tournent toujours autour de la sécurité, de la justice, de l'immigration. Et d'ailleurs, c'est ce qui imprègne ce gouvernement. Alors ça, c'est une vraie... Je ne dis pas du tout que ça préoccupe pas les Français, mais la réalité des Français, c'est quand même la question du pouvoir d'achat. C'est quand même la distribution des richesses. C'est quand même une meilleure distribution des richesses. Donc, mais il faut que les gens, même si ces préoccupations sont très terre-à-terre, économiques, je les comprends largement, mais le jeu politique est très utile à comprendre quand même quand on a ces problématiques à cœur, parce que tous les hommes politiques, Cédric, vont vous proposer de remplir votre frigo. Ils vont tous lui proposer, mais ils ont des méthodes différentes. Des carabistouilles. Ne croyez pas à ça, je vous assure, les hommes politiques ont une sincérité, simplement ils ont des corpus idéologiques différents. Ils veulent tous remplir votre frigo, simplement il y en a qui vont remplir votre frigo en baissant vos impôts, il y en a d'autres qui vont remplir votre frigo en prenant aux riches, en effet, et en faisant plus de redistribution. Voilà, donc il faut aussi s'intéresser aux jeux politiques. Et je vous assure que tous les hommes politiques ne sont pas des pourris et que c'est très compliqué pour eux de s'en sortir. Merci. Le mot de la fin. Depuis ces 20 dernières années, alors dans ces cas-là, on a pourri notre pays. Là, j'aimerais bien sûr, mais là, c'est bien sûr. Les 20 dernières années, j'étais prêt à poser ma carte d'électeur et de dire c'est fini, je ne vote plus. Mais je vous comprends. Allez, la prochaine élection, je vais voter. Et rien n'a changé. Rien n'a changé. Sarkozy, il y a eu des choses concernant l'Europe. On a été contre. Ils
en ont rien eu à faire. Ah, ça, c'est 2005. Mais il a été élu. On se mais c'est la fracture de 2005. On va dans la rue avec des drapeaux français disant qu'en fait on est français, on veut arriver à s'en sortir et tout ça. On nous met les flics sur la tronche. Je suis d'accord avec vous. Il faut arrêter. Vous savez qu'il y en a qui ont eu la tête coupée en 1792 pour avoir envoyé. Ça n'a pas été toujours une réussite, la terreur. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais on a gagné la démocratie quand même. Cédric, je comprends, Cédric, votre demande de souveraineté. Mais il faut aussi comprendre que cette souveraineté, parfois, elle s'exprime pas de la meilleure des manières. Vous avez raison de dire que les gens ont élu Sarkozy. Moi, je suis pas contre Sarkozy, mais ils ont élu Sarkozy, il se trouve, après avoir dit non à la réforme constitutionnelle européenne en 2005. Mais c'est aussi la responsabilité du peuple que de s'informer sur les programmes et de dire qu'il y a des incohérences parfois dans leur vote. Merci beaucoup Luc Gras, politologue et auteur de l'ouvrage La démocratie ou en péril, viendra en parler bien évidemment dans Les Vraies Voix. Alors Cédric, on vous a prévenu, c'est un qui c'est qui l'a dit de compétition. Vous êtes prêts? Ah, il a l'air prêt ce Cédric. Eh bien juste après une courte pause, on va le faire en votre compagnie. Allez, c'est parti. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Mickaël Sadoun, notre vraie voix du jour, Cédric de Béziers. Bonsoir Cédric. Bonsoir à tous. Alors il faut que vous lanciez le qui c'est qui l'a dit, c'est à vous. Alors on lance la machine et puis on va voir jusqu'où on va aller. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors c'est Cédric qui répond, vous le savez en premier, c'est un qui c'est qui l'a dit, un best-of du prix de l'humour politique. Vous êtes prêts Cédric? Oui, c'est 2024 ou c'est... Ah non, c'est général. Depuis des années. Alors, c'est parti. Ça va. Qui c'est qui l'a dit? Toutes les décisions que je prends, je les prends seul avec moi-même dans un dialogue singulier. Jacques Chirac. Non. Dominique de Villepin? Non. François Hollande. Bonne réponse de Françoise Degois qui marque 3 points. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Mon intelligence est un obstacle. Le maire. Attendez, c'est pas à vous, c'est non, mais je voulais vous demander, là, ça a changé. Non, il y a Cédric d'abord, l'auditeur. Ah vous bon, êtes au courant quand même. Ah non, mais je croyais qu'on avait changé la règle. Non, là, on n'a pas changé la règle du tout. Ça y est, il triche avec les auditeurs maintenant. Il devient impoli avec les auditeurs. Mais donc, j'ai 3 points. Ah bah non. Et moi, la dernière fois que j'ai triché, on m'a enlevé les points. Donc, t'as pas les points. C'est le maire ou pas? Alors, c'était le maire. Mais c'était à Cédric de répondre. Cédric lui accorder la moitié des points. Non, il te laisse pas le tour. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais c'est dingue. Mais ce type est une racaille en fait. L'avocat général s'est caché pendant toute sa vie. 3-3. S'il vous plaît. Non, rien du tout. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? En 1989, sur 52 évadés, on en a repris 53. Celle-là, elle est fabuleuse. Cédric. Balladur? Non. Arpaillange. Bonne réponse de Philippe Bilger, qui quand il respecte les règles. Qui c'est? Arpaillange. 6 points. Ah non, 3 points. Arrête, on dit cinéma. Qui c'est qui l'a dit, s'il vous plaît? Qui c'est qui l'a dit, Cédric? Ce n'est pas parce que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens Picasso. Valérie Pécresse, elle a pris mes idées, mon programme, et elle a fait 4,8%. Cédric. Mélenchon? Non, c'est pas Sarko. Bonne réponse, Sarkozy. 3 points encore pour Philippe. Elle est pas mal. Ça fait 6. La citation est pas mal. Elle est très bonne celle-là. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Les SDF meurent plus de chaleur l'été que l'hiver. Une connerie pareille. Oula. Qui a pu dire une connerie pareille? Cédric. J'ai pas entendu votre phrase complètement. Les SDF meurent plus de chaleur l'été que l'hiver. Oh, ça c'est François Hollande qui dit ça. Sandrine Rousseau. Bonne réponse. Oh bah oui. Sandrine Rousseau. C'était sûr, c'était sûr. Non, je ne savais pas, mais il y avait qu'elle. Elle aurait pu toutes les dire aussi. Hein. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Quand la droite se durcit, elle se rétrécit. 3 points. Se durcit. Cédric. Non. Raffarin. Bonne réponse de Françoise Degois. Sarko l'avait dit aussi. Hein. Non, t'avais rien dit du tout. Non, mais réellement, Sarko l'a dit. Non, ça y est, il recommence sur les trucs virtuels. Je discute pas, mais Sarko l'a dit. Non, mais Sarko l'a dit. Il sait Cléopâtre l'a dit aussi, t'es au courant? Plaît, non, n'importe quoi. On n'a plus le temps parce que, à cause des discussions. Allez, qui c'est qui l'a dit à
3 points. Je suis tellement hostile au cumul des mandats que je n'en ai plus aucun. Ah, c'est drôle. C'est un ancien candidat à la présidentielle. C'est drôle. Elle est excellente. Non, je vois pas. Dupont-Aignan ? Non. Un ancien candidat à la présidentielle ? Oui. Asselineau ? Un ancien candidat à la présidentielle. Candidat PS. PS de fait. Hamon. Il a dit Benoît Hamon, 3 points pour Mickaël. Donc ça fait 6-6. Ah bah ça fait 6-6-6 et 0 pour Cédric. Donc score de parité. Faut départager, Merci beaucoup Cédric. Maintenant on n'a plus le temps. Comment est-ce possible? Merci beaucoup Cédric. Une petite question. S'il vous plaît. On vous souhaite un très bon week-end dans quelques instants et merci à vous d'avoir été notre auditeur du jour. Dans quelques instants, le répondeur, le coup de gueule et tout ce qui va bien. Est-ce que ça s'attrape la mauvaise foi, dites-moi? Parce que moi je ne peux pas rester dans la pièce avec Bilger. Ce niveau de Philippe Bilger, moi, désolé de vous dire que pour Arpaillant, je mets Philippe Bilger avant parce que Sandrine Rousseau, c'était limite facile. Ouais. Allez, on se retrouve tout de suite. Merci Cédric. Normalement, j'avais 3 non, mais il m'a bluffé. Radio. Retour des vraies voix avec toujours ce trio dissipé, avec celui qui discute tout le temps au qui c'est qui l'a dit en disant qu'un tel l'a dit ou une telle l'a dit. J'ai été avant celui truandé. qui est cité. Non, vous avez tenté de truander, mais avec moi ça ne marche pas. Vous avez vu l'autre jour, il est revenu. Vous avez vu l'autre jour, il a même cité Duguay-Clin l'avait dit. Tu sais, Duguay-Clin l'avait dit. Non mais et même à Valmy, les types le disaient aussi. oui. Tu sais, en attaquant, tu sais les sans-culottes, c'est dingue. Mais non mais il y a un sujet Bilger. Il y a un sujet suis Bilger. pour l'intégrité. Bien sûr, François. mais évidemment. Alors là, moi je ne supporte pas les règles qui sont travesties et dénaturées. Françoise Devoix, t'imagines lui, en qui a avocat raison de général. se plaindre pour une fois. Oh mais et merci. Mickaël Sadoun, qui je pense a été outré également par les discussions de Philippe Bilger. Oui, comme d'habitude. Je commence à m'y habituer. On sent de la conviction. Allez, tout de suite, le répondeur. Oui, bonjour, Laurent de Montpellier. Donc, je voulais réagir sur Mayotte. En 2022, il y a eu un exercice de la marine française dans la Caraïbe avec le porte-hélicoptère amphibie Mistral. Cet exercice était dédié au secours des populations en cas de cyclone. Bon, j'ai bien dit cyclone. Donc, où sont les porte-hélicoptères français, sachant qu'il y en a 3, le Dixmude, le Tonnerre et le Mistral? Où sont-ils? Peut-être sont-ils à l'étranger? À savoir. Voilà. Au revoir. Alors ça prouve, comme il y a eu des répétitions qu'on a déjà quand même préparées, mais alors a priori le Chido et l'ouragan Chido était vraiment hors norme en termes de violence. C'est ça qui s'est passé en réalité. Moi je pense que tout le monde peut effectivement poser des questions, mais les manœuvres en Caraïbes, ça n'a rien à voir avec les manœuvres dans l'océan Indien. Quand Saint-Barth est ravagé, c'est 80 000 habitants. Rien à voir avec Mayotte. Je vois bien toute la difficulté. En réalité, si on avait voulu être parfaitement efficient, il aurait fallu faire appel, je pense, au HCR. Mais c'est très compliqué pour une nation comme la France de faire appel au HCR. Moi, j'en ai marre de ce procès quand même qu'on fait aux autorités françaises. Je pense que le procès... Le HCR, c'est la Croix-Rouge, hein, exactement. Non, mais les procès, on peut le faire sur la façon dont on traite les Outre-mer, sur la façon dont Mayotte, tout le monde a tiré les signaux d'alarme sur le risque climatique, sur le manque d'eau, sur les dégradations de la vie sociale, des conditions sanitaires. On a traité Mayotte qu'avec la sécurité. Donc ça, ces reproches, il faut les faire en amont. Mais les reproches sur le traitement de la dévastation de Chido, je trouve que c'est un peu too much. Même chose. Non, oui. On a beaucoup de messages pour Mayotte d'ailleurs. On sent que les gens sont très concernés en métropole, Mickaël Sadoun. Oui, bien sûr, ça fait partie de l'actualité. Je vais rebondir du coup sur ce qu'a dit François. Je suis assez d'accord. Je n'aime pas le reproche en inaction de l'État. Je pense que toutes les forces sont mobilisées pour que les choses se passent au mieux. Après, évidemment, on peut faire un reproche de manque d'anticipation, mais l'anticipation demande des moyens. Alors après, les gens vont se plaindre que l'État dépense trop d'argent. Moi, je pense qu'aussi ça se joue au niveau des recrutements. Plus vous employez du personnel qui est bien formé, plus il sera apte à réagir à différentes situations. Je trouve que le problème est quand même plus compliqué que ça. Bien sûr. Mais bon, je comprends la colère des Mahorais. Quand Emmanuel Macron y va, il se fait secouer. Par ailleurs, il faut quand même, à la décharge d'Emmanuel Macron, donnons-lui quand même quelques qualités. Je n'ai jamais vu un chef d'État qui va dans l'arène comme ça. Honnêtement, je connais vrai. François Hollande, il se serait tiré, il serait remonté dans son avion. Nicolas Sarkozy, n'en parlons pas. À part
se casser la gueule avec les marins pêcheurs un jour au Guilvinec, et encore. Et heureusement que le gars n'est pas défendu. Je suis pas sûr qu'il le fasse avec les intentions les plus louables tout le temps. C'est-à-dire qu'il espère en tirer quelques séquences de communication. Mais en fait, il y va. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'au moins il y va. Moi, je vous assure quand même qu'on on regarde le spectre. Pedro Sanchez, il affronte pas la colère des gens de Valence, hein, pas du tout. Il est exfiltré immédiatement. D'ailleurs, je pense que la question s'est posée pour Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il y a effectivement quelqu'un sur place qui a dit s'il s'était comporté un administrateur colonial, il aurait passé une nuit, il serait remonté dans son avion. Donc, il est resté. Donc voilà. Écoutez, ça, on peut au moins lui laisser. Il a des qualités de on peut lui laisser ça. Allez, dans quelques instants, mon coup de gueule. Et mon coup de gueule va être contre ceux qui lynchent une présidente de région qui fait des économies. On se retrouve tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Mickaël Sadoun. C'est l'heure du coup de gueule. Les Vraies Voix Sud Radio. Le cinéma français, moi, me semble être une espèce d'hôpital où il y a 250 lits remplis par an, puisqu'il y a 250 films qui sortent chaque année. Et les patients sont quand même pas dans un état mirobolant, mais comme les subventions, l'État, les régions, les télévisions le financent, on a l'impression que le cinéma est en pleine forme, mais tout le monde sait très bien que c'est un leurre, ça. Quel pays a besoin de 250 films par an? Le talent, à mon avis, il y en a une certaine dose. Et si c'est à partager entre 250 personnes, ça fait plein de tout petits talents et pas un grand talent ou une dizaine de grands talents. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans toutes les salles obscures de France et de Navarre. Pourquoi les salles obscures de France et de Navarre? Parce que la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais, se fait lyncher depuis maintenant une dizaine de jours pour avoir réduit les subventions de sa région à la culture. Le summum ayant été la une de Libé qui, pastichant l'affiche du film d'horreur Massacre à la tronçonneuse, a représenté tronçonneuse à la main Christelle Morançais avec ce commentaire: la région Pays de la Loire présente Massacre à la création, un film d'horreur à tout petit budget réalisé et produit par Christelle Morançais, présidente de la région Pays de la Loire et numéro 2 du parti d'Édouard Philippe. Et je suis ulcéré car, comme le journaliste et critique de cinéma Éric Nehoff, que vous avez entendu au début de ce coup de gueule, le cinéma français produit trop de films, souvent mauvais, qui ne sortent que grâce à l'argent public. Prenons les films sortis ces derniers jours. Commençons par Le Déluge avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent. Budget 7,3 millions d'euros pour une moyenne de 9 spectateurs par séance. Planète B avec Adèle Exarchopoulos. Budget 5,7 millions d'euros pour 7 spectateurs par séance. Les Cadeaux avec Excusez du peu, Gérard Darmon, Camille Lelouch, Mélanie Doutet, Chantal Lobby, Max Boublil et Tom Leb. 8 spectateurs par séance pour un budget de 4 millions d'euros. Des bids grassement subventionnés qui ne rentreront jamais dans leur compte, qui rejoignent le film Les Femmes au balcon, sorti le 11 décembre, dont la réalisatrice Noémie Merlan disait qu'il, je cite, qu'il découpait le patriarcat en petits morceaux mais en grosses coupures, puisqu'il a rassemblé 12 spectateurs par séance pour un budget de 3,5 millions d'euros. Alors bravo à Christelle Morançais, et qu'elle garde bien en main la tronçonneuse que Libé lui a mis dans les mains pour couper dans les subventions qui ne se justifient pas. Les navets afuera, et merci à la page Twitter Destination Ciné qui recense chaque semaine ce qu'on fait de notre argent au nom du cinéma. Afuera. Je serais globalement d'accord avec vous, mais le hasard a fait que j'ai vu aujourd'hui Le Déluge, qui est un excellent film et qui sera... dit qu'il n'y avait que des mauvais films. Mais bien sûr, non, mais comme vous avez cité 9 spectateurs, il y a parfois des miracles. Mais globalement, je suis assez d'accord avec vous. Moi, je suis pas du tout d'accord. D'abord parce que vous citez des faits. Non, mais parce que c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas ce que vous dites. Ce que vous dites n'est pas n'importe quoi. Mais Christelle de Morançais, ça n'a aucun sens. Morançais, ça n'a aucun sens. Évidemment qu'il faut subventionner la culture. On ne subventionne pas la culture en fonction du box-office. Enfin, ça veut dire que Van Gogh, véritablement, Van Gogh a vendu une toile de son vivant. Modigliani. Mais écoutez, si, il était subventionné absolument par son galériste, par exemple, en l'occurrence, qui rachetait tout. Mais écoutez, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas juger à l'aune de ça. C'est-à-dire, vos exemples sont que des contre-exemples. 3 femmes au balcon, c'est un super film. Alors vous dites, j'ai pas vu Le Déluge, et par ailleurs, le cinéma français ne s'est jamais aussi bien porté
que cette année. Vous voyez le Comte de Monte Cristo, vous voyez le petit truc en plus, vous voyez Enfant phare, vous vous dites c'est incroyable la création française. Même le Figaro, qui est pourtant pas un summum de progressisme, en a même fait sa une sur la bonne santé. On ne touche pas aux subventions ou à minima d'une main tremblante de la culture. Quand vous commencez à toucher à la culture, moi je me souviens, quand le Rassemblement national, à l'époque Front National, est arrivé à Toulon, ils ont parlé des gesticulations de la danse contemporaine, ils ont fermé Château-Vallon, qui était le plus grand centre de danse contemporaine de France, voire d'Europe. Résultat des courses, on a perdu 10 ans. Il y avait des créateurs comme Prejlocage. Il gesticule, Prejlocage? Non, c'est un des plus grands chorégraphes du monde. Basta, quoi. Basta. Non, mais Françoise de Gois est une hauteur culturelle et intellectuelle que je n'oserais même pas atteindre, et je pense nos auditeurs non plus. Mais je pense, non, mais je pense très sincèrement qu'il doit en effet exister des bulles de culture qui se soustrayent peut-être à la logique de la rentabilité. Attends, laisse-moi terminer. Pardon. Donc, qui se soustrayent à la logique de la rentabilité et donc de l'intérêt du grand public. Le problème aujourd'hui, c'est que il n'y a que ça dans le monde de la culture. Ça n'est pas vrai. Il y a une dissension entre le grand public et un monde d'élite culturelle qui vivent entre elles. Mais ça n'est pas dans vrai. Un monde donne-moi des exemples de référence. Mais donne-moi des exemples. Mais il y en a mille, Philippe David vient de les donner. Mais non, il a donné 3 films. Il faut aller voir le compte Twitter. Il faut aller voir le compte Twitter Destination Ciné qui référence tout au long de l'année les films qui sont trop subventionnés par l'argent public et qui n'intéressent personne. Est-ce que je peux parler de la culture autrement que le cinéma? La culture, c'est le théâtre de rue. La culture, c'est la danse c'est le pass culture qui a fini par financer des mangas. Mais voilà. Écoute, et alors, j'ai rien contre les mangas, j'en ai lu. J'ai aucun problème. C'est une vraie culture, les mangas. C'est pas une culture équivalente à Victor Hugo. Mais ça n'est pas vrai. Quand tu vas voir Miyazaki, par exemple, quand tu vas à Chimie. Mais alors, mais non, mais parce que on n'a pas subventionné Miyazaki. Mais toi, tu dois. On subventionne. Mais c'est pas vrai. Mais vous racontez n'importe quoi. Princesse Mononoke, ça a fait 3 millions de téléspectateurs et c'est populaire. Vous racontez n'importe quoi. Mais on n'a pas subventionné Miyazaki. Le ministère de la Culture et les autorités publiques françaises ont à valoriser l'art français d'abord. Pourquoi pas le Comte de Monte Cristo, par exemple? Je trouve que ça aurait été une excellente œuvre à financer d'une grande qualité et qui en plus valorise la culture française. Mais quand ça s'éparpille, je dis non. Je suis désolé. Quartier lointain, par exemple, qui est un manga extraordinaire, c'est du niveau d'un très grand roman français. Écoute, parle de ce que tu connais. Mais j'en lis énormément. Françoise, s'il te plaît, ça va. S'il vous plaît, on passe à l'info en plus. Il faut subventionner la bande dessinée, par exemple. Le Chat du Rabbin, par exemple, c'est juste exceptionnel. C'est pas de la littérature. Non, je ne suis pas pour subventionner le Chat du Rabbin. Moi, je suis pour qu'on subventionne toutes les cultures. Parce que c'est l'essence de la France, c'est tout. Écoutez, même ce qui marche pas, c'est l'essence de la culture, c'est de susciter aussi l'intérêt. Non, je m'en fous pas. Mais tu peux pas être que dans la rentabilité. Alors, donc ça veut dire que les services publics, ça marche pas. Toi, tu es pour la rentabilité de tout. Excusez-moi, vous avez des films, les scénaristes, c'est vraiment des navets et il n'y a pas à les subventionner. Peut-être, mais est-ce que pas de tout, mais quand on subventionne, il faut que ça ait un intérêt pour la France. Morancé, elle parle pas que du cinéma. Il y a très peu de films qui sont subventionnés par les Pays de la Loire. On parle de l'ensemble de la culture. Eh bien non, on ne touche pas à l'ensemble de la culture. Qui sont mauvais, qui n'ont pas été subventionnés. Allez, on passe. Mais il n'y a que ça. Et en plus, après, c'est pour chier sur Canal, etc. L'actu en plus. Les vraies voix Sud Radio. L'info en plus d'Albin Texeira, elle est sportive. Le skieur français Cyprien Sarrazin était victime d'une lourde chute à Bormio en Italie et son état de santé inquiète. Ouais, c'est lors de sa seconde descente d'entraînement ce matin que Cyprien Sarrazin a perdu le contrôle de ses skis. Il s'est envolé sur une bosse, a rebondi et a fini dans les bâches de protection. Le skieur a été évacué par hélicoptère. Le choc a été très violent. On a avec nous Laurent Davier, rédacteur en chef du magazine Ski Chrono. Alors forcément, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est l'état de santé de Cyprien Sarrazin ? Bonsoir, je précise que je ne suis pas à Bormio, j'ai vu comme vous les images de cette violente chute et les informations que j'ai, c'est celles que la Fédération française de ski nous envoie, c'est-à-dire que Cyprien est actuellement à l'hôpital en service réanimation et que son état a permis de pouvoir l'opérer pour faire diminuer un hématome, l'hématome sous-dural qu'il a, mais j'ai pas plus d'informations que ça. Alors, ce n'est pas la première fois que la délégation française elle est touchée par une chute importante. Forcément, vous pensez à de terribles accidents aussi qui sont arrivés dans le passé ? Oui, alors, il n'y a pas les statistiques. Je ne sais pas si c'est une équipe qui est sujette plus aux accidents qu'une autre équipe nationale, mais on se souvient tous de la disparition, l'accident mortel de David Poisson en 2017 à l'entraînement au Canada, qui a touché ce groupe. Et là, j'ai une pensée pour les
pour les coachs de ce groupe qui doivent gérer ce genre de situation qui est très difficile quand on a un skieur qui malheureusement se retrouve à l'hôpital et on rappelle, vous qui avez vu la course de ce formidable Sarrazin, c'est celui qui avait gagné à Kitzbühel l'an dernier, c'est bien ça. Quel est, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer la chute, par exemple? Faute de quart. Cyprien Sarrazin était en pleine confiance sur cette piste de Bormio. Il faut rappeler qu'il avait gagné l'année dernière, donc c'est une piste qu'il connaît bien. Il est en confiance. Il avait gagné le premier entraînement avec plus d'1 seconde d'avance sur son dauphin. Donc, et puis Cyprien Sarrazin, c'est un skieur très engagé. Quand il prend le départ d'un entraînement ou d'une descente, il met les cannes sous les bras et il engage. Donc après, malheureusement, il y a d'autres skieurs qui ont chuté au même endroit où c'était très verglacé et qui également ont été litroyés. Donc c'est les risques, j'allais dire, du métier des descendeurs. Hein. Ils ont des airbags, ils ont un casque, mais là on voit que la tête a tapé. On avait un peu peur pour son pied et en fait c'est la tête qui a tapé, quoi. Justement, cet accident soulève aussi des questions, notamment sur le profil de la descente. Écoutez Nils Allègre, un membre de la délégation française qui a poussé un coup de gueule au micro d'Eurosport. Mon opinion ici est claire, hein, c'est qu'ils savent pas préparer une piste. Ça fait 40 ans qu'ils préparent des pistes, mais ils savent faire rien du tout à part des choses dangereuses. Demain je serai au départ, il n'y a pas de souci, j'assume les risques, mais je trouve que c'est vraiment pas correct. Je sais même pas ce qu'ils essayent de prouver là. Pour moi, à un an d'organiser les Jeux Olympiques, faire une piste comme ça, ils méritent pas d'avoir les Jeux Olympiques ici. Rapidement, Laurent, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'organisation des JO 2026 en Italie? Alors, je comprends les propos de Nils Allègre, hein, c'est son pote, ils sont ensemble, ce soir ils seront pas à table ensemble, donc il est très touché. Après, les organisateurs, au mois de décembre, la visibilité n'est pas la même qu'en février pour les Jeux Olympiques. La neige sera normalement en plus grande quantité, donc ça veut dire que le revêtement sera différent. Après, les déceleurs prennent beaucoup de risques. Hein. On le sait à chaque fois qu'il y a une chute et qu'on voit l'hélicoptère arriver. Après, de là à annuler les Jeux Olympiques ou ne pas les faire sur cette piste, ça me paraît... D'autant que les Italiens ont une très grande expérience vraiment des Jeux Olympiques. On se souvient de Turin, c'était tout à fait exceptionnel. Moi, je comprends le chagrin, mais vous savez très bien, je fais beaucoup de ski. Je ne suis pas au niveau des descendeurs olympiques ou des descendeurs de compétition, mais vous savez très bien que la moindre faute de quart sur une plaque un peu verglacée, et c'est quand même pas la faute des organisateurs. On le sait tous très bien. Et évidemment, oui, allez-y. Non, mais je pense que là, il y a vraiment l'émotion et on le sent dans les propos de Nils Allègre. Hein. Et après, lui, demain, il va quand même être au départ. Ça veut dire que, à un moment, ils sont, j'allais dire, conscients des risques. C'est dur. Et ils savent que la descente, c'est un sport qui ne tolère aucune faute et une faute de quart. C'est ça. On se retrouve. Rappelez la vitesse de pointe d'un descendeur à la fin. C'est quand même très impressionnant. C'est au-dessus de 120 km/h par moment. Donc Donc à un moment, il n'y a pas de carapace. Hein. C'est une combinaison, je répète, avec un airbag, mais le casque, quand on tape la tête sur un revêtement aussi dur. Malheureusement, il est clair que le trauma crânien est logique. Alors après, il faut voir la nature. J'espère qu'il va se faire opérer, c'est une bonne nouvelle. Et j'espère qu'on retrouvera Nils Allègre en pleine intégrité physique le plus vite possible. Et je pense à ses parents, qui ce soir... c'est Cyprien Sarrazin. Cyprien Sarrazin, Nils Allègre, il est en bonne santé, heureusement. Cyprien Sarrazin, vous voyez, je suis très ému parce que c'est vrai que c'est des garçons qu'on côtoie et c'est vrai que quand on voit ces images-là, ça fait toujours très mal. Merci beaucoup Laurent Davier. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Ski Chrono. Merci à vous. Évidemment, on espère que pour Cyprien Sarrazin, son état de santé va s'améliorer le plus rapidement possible. Allez, dans quelques instants, le tour de table de l'actualité. Sur quoi, Philippe Bilger? Manuel Valls. Françoise Degois. La guerre à Tal, Macron est déclaré. François Bayrou sur BFM. Eh bien, écoute, on se retrouve tout de suite. Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Mickaël Sadoun. C'est l'heure du tour de table des Vraies Voix. Apporte-moi seulement de quoi lire. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance. Bon, je peux pas vous laisser dire ça parce que si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Il a lu un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là. Comment vous dire? J'en ai rien à foutre.
Le tour de table. De l'actualité. Philippe Bilger voulait nous parler de Manuel Valls. Pourquoi tant de haine contre lui? Oui, il y a une émission récemment où il a été, par un auditeur qui intervenait, il a été comparé à un étron, il a été traîné. Pire que. Oui, il a été traîné dans la boue et Rima Hassan a félicité cet intervenant. Alors, la députée Sarah Legrain aussi. Voilà, je comprends parfaitement pourquoi on peut tourner en dérision le parcours un peu contrasté, un peu divers, parfois atypique de Manuel Valls. Ce que je ne comprends pas, c'est la haine qu'il suscite et je me demande si au fond on ne lui pardonne pas, même après tant d'années, d'avoir été l'incarnation d'un socialiste réaliste et lucide, alors qu'il a abandonné peut-être des valeurs, des appétences pour l'autorité, la rigueur. Je me demande si au-delà de cela, il n'y a pas ça. Françoise de Gois, comprenez tant de haine? Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on le traite d'étron. Je pense qu'à partir du moment où on est dans ce type de vulgarité, c'est plus de la politique, c'est n'importe quoi. En revanche, oui, je comprends tout à fait la haine qu'il peut générer. Emmanuel Valls, c'est le traître, c'est Yago, hein, vous savez, c'est le Yago. C'est le type qui perd la primaire face à Benoît Hamon, qui dit je soutiendrai et qui le soutient pas, qui file chez Emmanuel Macron. C'est lui qui va essayer de se recaser à Barcelone avec les indépendantistes, mais aussi avec une partie pas très cachère de la droite la plus dure et de l'extrême droite. C'est quelqu'un qui, depuis des années, gratte à la porte pour revenir aux responsabilités. Il a lui-même construit cela. Le Manuel Valls que je connaissais moins, qui était le député maire d'Evry, n'était pas cet homme-là. Je pense que sa propulsion à Beauvau et sa propulsion, comment dirais-je, à Matignon, l'a complètement enfermé dans ce qu'il a de pire, c'est-à-dire autoritaire, extrêmement narcissique, extrêmement égotique, et surtout véritablement veule en fait. Et c'est ça. Il y a très peu de figures qui sont tel épouvantail que Manuel Valls. C'est pas simplement pour la gauche, pour aussi une partie du centre. Donc je ne comprends pas qu'on ait été rechercher Manuel Valls. Ça me paraît complètement fou, surtout quand on sait à quel point Emmanuel Macron déteste Manuel Valls. Je ne comprends pas quelle est la valeur ajoutée de Manuel Valls. Il n'y en a pas. Mickaël Sadoun sur Manuel Valls. Sur le fond, moi j'aime Manuel Valls. J'ai pas de problème avec ses positions sur la sécurité, sur la laïcité, sur l'économie, etc. Après, il faut dire une chose quand même, c'est que je ne vois pas très bien ce qu'il a de socialiste. C'est-à-dire à partir du moment où on dit qu'on est pro-business dans l'économie, qu'on est plutôt très sécuritaire, qu'on est plutôt pour une application très ferme de la laïcité, aujourd'hui Manuel Valls devrait être chez LR. La vérité, oui, je suis d'accord avec. Bien sûr, donc je vois pas très bien ce qu'il a à faire à gauche, et je comprends que la gauche le répudie d'une certaine manière. Puis après, sur l'opportunisme, moi je comprends les jeux politiques, si vous voulez, les manœuvres, etc. Le peuple le demande aussi aux hommes politiques. Donc je comprends qu'ils puissent changer de temps en temps de parti de ligne, etc. Mais là, franchement, avec Manuel Valls, on atteint un point qui est un petit peu excessif, je trouve, d'opportunisme, de changement de direction. Il finit par être la risée en fait de tout le monde, et je le regrette parce qu'il incarne un camp politique, moi, que j'apprécie plutôt bien. Oui. Voilà. Je regrette l'ancien Manuel Valls, que moi j'appréciais énormément, qui avait des positions fermes et qui a glissé, qui a disparu depuis longtemps. Et vous voulez parler de la haine entre Macron et Attal? Oui, bien sûr. Vous savez que cette fameuse série des 4 papiers dans le monde, qui d'ailleurs n'a pas été au bout, puisque le dernier papier, à l'évidence, a été corrigé, nous dit-on, car il devait être bien plus apocalyptique que ce qu'il n'a été. Tout ça, Emmanuel Macron, très isolé évidemment à l'Élysée, et ses proches, son entourage considèrent qu'aujourd'hui c'est véritablement Gabriel Attal qui a nourri ces papiers, avec des choses un peu dégueulasses, c'est-à-dire que quand on dit l'Élysée traite Matignon de cage aux folles, les gens disent l'Élysée égale Macron. Bien sûr que ce n'est pas Macron qui dit ça, ce serait son entourage, etc. Ces 4 papiers sont ce qu'ils sont. Moi je les ai trouvés assez intéressants, bien que je n'ai pas appris grand-chose, si vous voulez, de ce que nous savions déjà depuis que nous discutons d'Emmanuel Macron comme ça en coulisses, mais je pense que véritablement Emmanuel Macron a identifié véritablement la source de l'ensemble de ces informations, et donc la vengeance est un plat qui se mange. Comme dirait le grand rabbin de France que j'adore, Raïm Corsia, il dit pas la vengeance est un plat qui se mange froid, c'est un plat qui se mange, et je pense que il va se manger véritablement. Je crois véritablement que quand on affirme que Emmanuel Macron a rayé systématiquement tous les ministres possiblement entrant au gouvernement proche
proche de Gabriel Attal, je pense que c'est vrai. Je pense qu'il l'a fait. C'est une guerre terrible parce que c'est une guerre sale. C'est une guerre de ragots. C'est une guerre finalement, quand on finit ces 4 volets, qu'est-ce qu'on voit d'Emmanuel Macron? Il n'y a pas un seul compliment. On voit un type pervers, tordu, secret, dissimulateur, raciste, homophobe, quasiment, comment dirais-je, insultant avec tout le monde. Je trouve que ça, Macron pardonnera pas. Donc, à votre avis, Françoise, le fait d'avoir rayé les ministres attaliens, si j'ose dire, c'est la suite de ces articles. C'est à mon avis, c'est même certain. Oui, Vous êtes d'accord avec ça, Mickaël Sadoun? Moi, ça incarne tout ce que je déteste dans la politique, c'est-à-dire tout ce qui plaît en réalité aux journalistes politiques, qui est un truc une espèce qui m'intéresse pas forcément en général. C'est-à-dire, c'est le on-dit, c'est le ragot, c'est la politique par le petit bout de la lorgnette. On parle pas 3 secondes de fond ou du programme, on parle que des inimitiés ou des amitiés entre les uns et les autres. Je comprends que la politique soit avant tout un sport humain et une affaire de relations humaines, mais je trouve que là, on atteint des niveaux. Moi, malheureusement, j'aime trop ça, Mickaël. Moi, j'aime bien ça aussi, mais pas de cette façon. Parce que ça éclaire bien. Parce que vous avez une vraie sensibilité littéraire et que les personnages vous intéressent. Moi, le côté personnage ne m'intéresse pas. Oui, tu dépasses Stendhalien, alors que Bilger et moi, nous le sommes. Moi, je suis Rimbaldienne et les Proustiens. Moi, j'ai un côté, j'aime bien les grandes masses, j'aime bien le... Voilà. Mickaël Sadoun, vous voulez parler non pas de Valls, non pas de Attal, non pas de Macron, mais de Bayrou. Donc on fait le tour d'horizon. Alors je vais peut-être me contredire parce que je vais parler en l'occurrence du style de Bayrou plus que de ce qu'il a dit. Sur le fond, c'était pas tonitruant et de toute façon, dans la situation politique dans laquelle il peut pas dire grand-chose de tonitruant. Mais simplement dans son interview qu'il a donné à Benjamin Duhamel sur BFM TV, j'ai trouvé le style de François Bayrou pas mal, précisément parce qu'il tranche avec celui des hommes politiques depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que d'habitude, on voit des hommes politiques qui essayent d'offrir des cadeaux aux journalistes politiques en écrasant le reste de la classe politique et en se désolidarisant vis-à-vis d'elle. Et là, François Bayrou a fait l'exact inverse. C'est-à-dire qu'il n'a pas saisi les perches qui étaient tendues par Benjamin Duhamel pour cracher sur le reste de la classe politique. Et il a dit des bonnes choses. Tantôt de Mélenchon, qui est un homme cultivé. Tantôt, pourquoi pas, du Rassemblement national, qui n'est pas le pire parti de l'histoire, héritier des nazis. J'ai trouvé sa position et sa posture saine. Ça me fait du bien d'entendre des hommes politiques qui aspirent réellement à la paix. Philippe Bilger, rapidement. Mais absolument, je vous rejoins, Mickaël. J'ai juste été gêné, mais ça n'est pas son fait, par une oralité difficile tout de même. Oui, alors moi, c'est ce que j'aime chez Bayrou. Au-delà du bégaiement dominé, la seule chose que j'aime chez Bayrou, c'est son destin. C'est-à-dire, c'est cet homme qui devient chargé de famille, agrégé de lettres, dans une famille de paysans, et qui surmonte son bégaiement, qui ça montre une détermination forte. Par ailleurs, je ne suis pas du tout d'accord avec Mickaël Sadoun, mais il apprendra probablement. Je fréquente Bayrou depuis tellement d'années en tant que journaliste politique. C'est un rusé, c'est un matoire. Il n'y a rien de sincère. Il n'y a rien de sincère dans son. Tu écouteras ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé de sincérité. Non, mais il n'y a rien de sincère dans sa posture. François Bayrou veut être l'héritier d'Emmanuel Macron et de la droite pour 2027. C'est tout. J'ai aimé ce qu'il a dit. Merci beaucoup, merci Mickaël Sadoun. Dans quelques instants, le coup de projecteur, hausse du chômage. Est-ce que le seul résultat positif de Macron est en train de s'effondrer? Vous dites oui à 95%. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Sud, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Les vraies 19h. Avec Philippe Mickaël Sadoun. Des vraies Sud Radio, secteur des vraies voix. Qu'est-ce qui crée les emplois en France? Qu'est-ce qui permet aux Français de travailler? C'est quand même avant tout les entreprises. Pour l'année 2022, les entreprises nous signalent avoir besoin de plus de 50 000 besoins de recrutement. Vous avez besoin de combien de personnes? Il m'en faudrait 2, à l'atelier et au service. À temps plein? À temps plein, absolument. À 35 heures, CDI. C'est pour ça que j'arrête aussi, pour avoir des week-ends, pouvoir avoir des amis, avoir une vie, pouvoir m'organiser, parce que c'est un peu difficile avec ces horaires. Le chômage repart à la hausse, menaçant les progrès réalisés sous les 7 premières années d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Son principal succès en matière d'emploi est-il en train de s'effondrer? Alors parlons vrai.
Pensez-vous que le nouveau gouvernement pourrait faire mentir les prévisions de l'INSEE qui disent après une baisse au mois de novembre, une hausse au mois de novembre, une hausse sur l'année 2025? Ce retournement de tendance, c'est la faute à la conjoncture mondiale ou à la politique économique de la France? Et à cette question, hausse du chômage, est-ce que le seul résultat positif de Macron est en train de s'effondrer? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce que le chômage, c'était pas la grande réussite d'Emmanuel Macron? En tout cas, on pouvait le penser. Il y a quelque chose d'assez ironique dans l'histoire de France sur ce plan-là, comme sur d'autres. François Hollande prend des engagements. Il part trop tôt, alors que, au fond, ses promesses ont été presque réalisées après sur le chômage, puisque la baisse venait en grande partie de son action. Emmanuel Macron semble l'emporter sur le chômage. Et comme vous le dites très bien, apparemment aujourd'hui, la situation redevient médiocre. Il y a quelque chose, alors je ne crois pas, je pense tout de même qu'on retiendra un petit peu sur un plateau positif le fait que le chômage à un certain moment, me semble-t-il, a atteint son plus bas niveau en France, j'entends, par rapport à d'autres pays. Je crois qu'ils avaient mieux fait, mais Françoise Degois, vous savez, on attaquera aussi plus Emmanuel Macron pour ce qu'il est plus que pour ce qu'il a manqué. Oui, et puis qu'est-ce que c'est qu'un héritage? C'est ça le problème. Qu'est-ce que laissera Emmanuel Macron comme héritage? Plus jeune président français, le seul à avoir réussi le doublon. C'est quand même. Et vous croyez vraiment que ça suffira comme héritage d'avoir une réforme des retraites qui a été repoussée par 80% des Français et passée au 49.3 et un chômage qui remonte? Moi, je crois que si j'étais Emmanuel Macron, je me poserais vraiment la question qu'est-ce que je fais de ces 3 dernières années qui restent pour rentrer dans l'histoire? Les 2 ans et demi pour rentrer dans l'histoire autrement qu'en donnant les clés du palais de l'Élysée à Marine Le Pen, parce que on parlera pas de chômage. Si Marine Le Pen devient président de la République, vous savez, ce sera l'échec absolu d'Emmanuel Macron. On ne parlera d'Emmanuel Macron qu'en ces termes. L'homme qui devait la battre et qui lui passe les clés du pouvoir. Ce sera injuste, ce sera réducteur. Mais voilà, sa politique de l'offre à laquelle il refuse qu'on touche depuis le mois de juillet, et c'est aussi pour ça qu'il rechigne à nommer la gauche, même si la gauche se plantait, il fallait au moins la laisser essayer. Eh bien, sa politique de l'offre semble un peu se casser la gueule. Surtout qu'il a toujours dit, pardon Michael, il a toujours dit qu'il voulait. L'objectif suprême, c'était de ne pas voir arriver Marine Le Pen. Bien sûr. Mickaël Sadoun. Emmanuel Macron a eu au début des résultats plutôt positifs sur le chômage. Philippe en a parlé, c'était des résidus du CICE qu'il avait lancé déjà à la fin du quinquennat de François Hollande, et puis c'était aussi partiellement dû à ses propres réformes sur la flexibilité du marché de l'emploi, sur la réforme de la loi Pacte qui facilite aussi les seuils pour les entreprises, notamment les PME et les ETI, etc. Donc moi je ne m'opposais pas à cette politique, je la trouvais plutôt bonne. Après, il faut dire une chose, c'est qu'Emmanuel Macron a bénéficié de plusieurs choses. D'abord, il y avait une croissance mondiale qui était plutôt bonne et qui le portait. Il y avait une reprise après le Covid économique mondiale qui lui permet de stabiliser ça un petit peu. Il y avait des subventions qui distribuaient massivement aux entreprises et il les a fait vivre en fait sur de la dette, et maintenant elles se heurtent au mur de la dette, donc elles ne peuvent plus supporter ça, et c'est là qu'on va voir des entreprises faire faillite et donc le chômage augmenter. Et laisser les PGE aux frais des contribuables. Voilà, exactement. Les PGE qui ont été super mal d'ailleurs utilisés. La réforme, évidemment, de la réforme de l'alternance qui a permis au chômage chez les jeunes, qui était un phénomène massif, de diminuer un petit peu. Donc Emmanuel Macron, si vous voulez, a fait baisser les chiffres de manière partiellement artificielle quand même. C'est pas totalement son bilan et sa maestria. Après, je m'opposerai peut-être à François sur ce dossier-là, c'est que je pense qu'il doit poursuivre sa politique de l'offre, d'autant plus que dans un contexte plus ou moins de reprise économique mondiale, parce qu'on va voir les États-Unis qui vont continuer dans cette croissance, je pense que la France doit continuer de mener des politiques contracycliques, c'est-à-dire des politiques de l'offre. Voilà. Si maintenant elle dégrade son solde budgétaire, surtout avec la situation financière qu'on a et les marchés financiers qui nous regardent, je pense que la France se mettra vraiment dans la panade financièrement. Philippe Bilger. Alors là, franchement, je fais confiance à Michaël et à Françoise là-dessus. J'ai eu tendance à, peut-être de manière naïve, considérer que le pire pour un pays, c'est de changer radicalement de politique économique, même quand celle qui, en cours, n'a pas révélé que des conséquences négatives. Je ne sais pas si ça rentre dans la raison économique, mais un changement radical
radical, est-ce que ça n'entraînerait pas? Moi, je pense pas qu'on n'est pas obligé de faire un changement radical. Je pense que tout ce qui a été proposé, notamment par tous les experts, il y en a quand même quelques-uns sur le programme, pas simplement du nouveau Front populaire, mais sur le pacte de non-censure, qui est vraiment l'idée de... J'entends ce que dit Michael. On peut aussi entendre que la croissance provient à 60-65% de la consommation populaire. Donc on peut entendre aussi que la politique de la demande, on peut très bien entendre que offrir du pouvoir d'achat supplémentaire aux Français, ça n'est pas forcément pour aller acheter des choses qui sont fabriquées en Chine, parce que j'entends toujours cet argument. Donc on peut entendre aussi que on n'est pas obligé de passer de l'autre côté du cheval, c'est-à-dire dire je fous en l'air la politique de l'offre et bye, zai, on fait que de l'augmentation de pouvoir d'achat. Je pense qu'il y a une voie du milieu et que cette voie du milieu, il se refuse à la prendre. C'est quasiment névrotique pour moi. C'est quand vous êtes président, vous êtes accroché. Mais névrotique au sens... mais aussi sûrement que c'est névrotique pour lui, c'est névrotique aussi pour la gauche, les retraites. C'est-à-dire que c'est soit vous l'abrogez ou rien. Moi, je ne suis pas d'accord. On peut la geler. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas être accroché à des totems comme ça. Il est accroché à ça parce qu'en termes de finances publiques, ça représente énormément, en fait, le financement des retraites. Non, mais vous êtes d'accord sur l'idée qu'on peut redonner du pouvoir d'achat différemment? On peut relancer la consommation populaire, par exemple? Je sais pas. Moi, je trouve au contraire qu'on a une économie aujourd'hui qui tourne trop sur la consommation. Vous avez raison de le rappeler, mais je pense qu'on ne tourne plus assez sur la production. Et d'ailleurs, c'est ce qui contribue aux mauvaises finances de la France, puisque nous avons une balance des paiements extérieurs qui commence à devenir extrêmement déficitaire. Oui, mais la balance commerciale, ça n'est qu'une petite partie de ce qu'on appelle la balance des paiements. Il a raison, Michael. Là-dessus, c'est tout à fait largement déficitaire. C'est sur ça que la France commence à dépendre vraiment de l'extérieur. Et moi, ça me pose aussi une question en tant que souverainiste, c'est que plus nous dépendons des financements extérieur et moins la France est libre dans son action. Juste un détail par rapport à ce que dit Michael. Je sais très bien qu'il y a une forme de... vous avez raison dans ce que vous dites sur la dépendance et l'autonomie. Il faut quand même bien rappeler aux gens qui nous écoutent que chaque fois que nous allons emprunter, nous ne nous mettons pas dans la main d'un ensemble d'acteurs qui peuvent nous faire décider quoi que ce soit sur notre... Pour le moment, en tout cas. Pas dans le marché primaire, mais dans le marché secondaire. Après, quand ça s'échange sur les marchés internationaux, ça finit par atterrir dans les fonds de pension américains et chez les Chinois. J'ai bien compris, vous savez, c'est l'histoire de la récolte en Russie qui est vendue 4 ou 5 ou 6 fois avant même que le blé ait germé. Il y a un type qui l'achète, il y a un autre type qui vient de l'acheter qui la revend, un troisième type qui la revend, et d'un seul coup, c'est exactement comme ça qu'il y a eu les émeutes de la faim, c'est la spéculation. On peut comparer ça, mais quand même, globalement, il faut quand même rappeler aux gens que quand nous empruntons sur le marché international en premier emprunt, jamais la France ne se met dans les mains de qui que ce soit qui pourrait éventuellement, à un moment donné, diriger sa politique. Je voudrais vous poser une question, il ne nous reste même pas 3 minutes. Hormis le chômage, s'il y avait une autre réussite d'Emmanuel Macron, ce serait quoi pour vous, Philippe Bilger? Est-ce que la première année de son mandat n'a pas été réussie, SNCF, et la deuxième, j'ai oublié d'ailleurs la deuxième réforme, la première année? Il y a eu la loi Pacte en 2018 qui était pas mal, mais oui, moi je trouvais que la première année était pas mal. Après, moi je dirais une réussite d'Emmanuel Macron, certains considéreront que c'est un échec, c'est d'avoir fait sauter des limites artificielles dans la politique française. Il a acté du fait que le centre-gauche et le centre-droit se ressemblaient sur tous les points, le libéralisme, la mondialisation, l'Europe, etc. Et il a acté une recomposition du paysage politique français qui, pour moi, aujourd'hui, est plus cohérent qu'il y a 10 ans. C'est amusant parce que vous dites une réussite qui n'est pas une réussite économique, par exemple, ou politique pour je pense que de la France à l'étranger, etc. Je pense que c'est un désastre, en fait. Moi, je trouve que c'est un désastre, ce que vient de dire Michael. Il a tout à fait raison. Il a fait tout à fait exploser. Et en fait, les ruisseaux reviennent, les rivières reviennent dans leur lit. Et c'est ça, le drame. Le drame, c'est que quand vous considérez qu'il n'y a plus de gauche et de droite et que tout est en même temps et est un bloc central, eh bien, vous avez les deux tours jumelles qui montent à l'horizon. Vous avez la tour jumelle du Rassemblement national. Et vous avez... Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je crois qu'il y a une différence entre le centre-gauche, il y a le centre-gauche et le centre-droit. Entre Rocard et Giscard, il y avait une si grande différence que ça? Oui, je pense quand même qu'il y avait une différence, mais Rocard et Giscard, d'ailleurs, la gauche n'est pas rocardienne. La preuve, c'est toujours Mitterrand qui a gagné, et Rocard n'a jamais pu atteindre son objectif extraordinaire, qui était la présidence de la République. Jamais. Mais c'est une gauche qui a dominé à la fin des années 80. La gauche, elle a dominé les plateaux télé, les intellectuels, elle n'a jamais gagné. C'est Mitterrand qui gagne avec les forces de l'argent qui corrompt, c'est jamais Rocard, parce que la gauche, elle est toujours
toujours à un moment donné comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourra... Le tournant de la rigueur, plus après le virage très pro-européen de Mitterrand, c'était quand même... Est-ce qu'on pourra retenir d'Emmanuel Macron? Il n'a pas réussi, mais en tout cas, la seule sincérité, moi, que je lui reconnais, c'est l'Europe. Voilà. La seule sincérité que je reconnais à Emmanuel Macron, c'est l'Europe. Oui. Voilà. Pour moi, c'est un échec. Est-ce qu'il a réussi quelque chose? On verra. On verra s'il arrive, parce que c'est pas encore fini le Mercosur. Est-ce que il arrive à trouver, à faire reculer la Commission européenne? Ça paraît compliqué. S'il y arrive avec l'aide de l'Italie, des Pays-Bas et de l'Autriche, et bien s'il arrive, je dirais voilà ce qu'on retiendra pour moi d'Emmanuel Macron, avoir fait reculer le Mercosur. En même temps, c'est fini. En même temps, le paradoxe, François, c'est que sa seule sincérité, manifestement, n'est pas un résultat positif. Je suis d'accord avec vous, bien sûr. Il a un peu tout foiré, hein, Macron, on peut quand même le dire. Merci beaucoup, Philippe Bilger.